Et à toi. Bon. Donc, bonjour à tous. Merci énormément de l'invitation et de la présentation, la première partie de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de variabilité culturelle dans la perception visuelle des visages. Et je vais juste préciser que le titre, on me l'a demandé environ 6 mois. Et j'ai vraiment de la difficulté à me projeter plus que 2 semaines à l'avance. Donc, j'ai donné un titre très large. Puisque je vais discuter aujourd'hui, le titre reste vrai. Donc, je vais parler de variabilité culturelle et de perception visuelle des visages, mais je vais focuser davantage sur la perception des expressions faciales et même plus spécifiquement sur les expressions faciales de douleur. Et je dois vous avertir que je vais boire de la tisane souvent parce que ma voix est pas encore à son meilleur. Au risque de manquer d'originalité, je vais commencer en vous parlant de 2 articles qui sont très connus. Donc, peut-être que vous en avez, probablement que vous en avez déjà entendu parler. Mais c'est 2 articles qui ont vraiment été très influents dans le domaine de la psychologie culturelle puis qui ont beaucoup alimenté tout ce qui s'est fait là, au cours des dernières 10 à 15 ans. Donc, le premier article, c'est un article de Arnett, où lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir, dans le fond, les journaux, les principaux journaux de psychologie publiés aux États-Unis. Puis, il est allé voir vraiment les grands journaux de chaque domaine de la psychologie. Donc, vraiment, développement, psychologie sociale, émotion, et ainsi de suite. Puis, il a fait des analyses pour voir toutes sortes de choses, mais entre autres, au niveau de la démographie des échantillons des participants testés, quel genre de démographie on pouvait retrouver dans ces articles. Et ce que ces analyses ont montré, c'est qu'une très forte majorité des articles publiés portaient sur des échantillons d'Américains, en fait. Donc, 68% portaient sur des échantillons d'Américains. Puis, on avait ensuite une autre forte proportion qui portait sur des échantillons non américains, mais qu'on pourrait dire occidentaux, donc de pays européens de l'Ouest, et une autre forte proportion là, qui portait sur les pays qui parlent anglais. Là. Donc, par exemple, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et tout ça couvrait à peu près 95% dans le fond des échantillons qui étaient. Donc, il restait environ un 5% pour les échantillons qui incluaient les participants d'Asie, d'Amérique latine, puis des pays de l'Afrique, du Moyen-Orient, et il y a mis Israël aussi dans cette catégorie-là. Donc, en gros, ce que cet article-là venait me dire, c'est que en 2008, il y avait une très forte majorité des études qui se faisaient sur une population qui ne représentait pas, en fait, la majorité de la population mondiale. À peu près dans les mêmes années, il y a 2 autres articles qui ont été publiés par le groupe de Heinrich Hein et Noren Zayan. Et eux, dans le fond, ils sont venus apporter l'argument supplémentaire que non seulement nos échantillons vont inclure en majorité des personnes de pays occidentaux, mais en plus, c'est thématique. Donc, ils ont présenté une série d'études qui montraient que, en fait, il y a de la variabilité culturelle dans une panoplie de processus psychologiques, là, en partant de la perception visuelle, passant par la cognition, puis en allant jusque des processus plus de haut niveau, là, comme les émotions, la motivation. Ils ont aussi proposé l'acronyme WEIRD, donc pour désigner ces échantillons-là qui étaient testés. Un acronyme qui voulait dire ici que nos échantillons incluent majoritairement des participants qui proviennent de pays occidentaux, donc Western, qui sont des participants éduqués, donc souvent des universitaires, qui vivent dans des pays industrialisés, souvent les personnes qui viennent de lieux plus riches et qui viennent de pays démocratiques.
Donc, ces deux articles-là, en fait, je suis curieuse de voir, en avez-vous déjà entendu parler? Donc, levez la main sur, je vois beaucoup de oui, quelques personnes qui ne lèvent pas la main, mais je ne sais pas si c'est par timidité ou par... Mais c'est vraiment pas surprenant que plein de monde en ait entendu parler parce que ces deux articles-là sont maintenant cités plus de 23 000 fois. Donc, ils ont fait beaucoup de bruit dans le domaine. Ils datent de 2010, donc ça fait quand même une quinzaine d'années. Puis, on pourrait penser qu'étant donné à quel point ils sont connus, étant donné à quel point ils ont fait du bruit, peut-être que les choses ont changé aujourd'hui. Mais en fait, il y a des études plus récentes, donc une en 2021, qui a été faite en collaboration avec Arnett par Thalmeyer comme premier auteur, où est-ce qu'elle a refait la même étude que Arnett, donc elle a repris les journaux de psychologie de même domaine, puis elle a retrouvé à peu près les mêmes statistiques que ce que Arnett avait trouvé en 2008. Puis une autre étude là, plus proche de nous, qui portait plus sur les journaux spécifiquement en psychologie cognitive ou en neurosciences cognitives, qui a été faite par Suparna Rajaram puis Angela Gotches, publiée en 2023, qui encore une fois montre à peu près le même patron de résultats. Donc, la démographie des échantillons testés dans nos études en psychologie cognitive aussi, n'a pas beaucoup changé malgré tout le bruit que ces articles-là ont fait. En perception visuelle, en fait, il n'y a pas d'études spécifiquement qui se sont intéressées à aller documenter ça en perception visuelle, mais on peut assumer que c'est à peu près le même portrait, sinon un portrait encore pire. Parce qu'en perception visuelle, on a quand même une longue tradition d'études qui portent sur de tout petits échantillons. Donc, parfois des échantillons de 2 à 10 personnes qui incluent même des auteurs de l'article. Et probablement que, puis en fait, basé sur ces petits échantillons-là, on va faire des conclusions évidemment sur le système visuel humain, en assumant que le système visuel humain va fonctionner de la même façon pour tous les humains. Puis pour des processus de très bas niveau, probablement que ce postulat est vrai, mais quand on se déplace vers des processus de plus haut niveau, on peut penser que peut-être la culture pourrait venir influencer ces processus-là. Mais à cause qu'il y a cette tradition-là, c'est quand même très à contre-courant de venir étudier les variations culturelles dans le processus perceptif, ce qui fait qu'il y a encore vraiment pas tant d'études qui se sont intéressées à cette question-là. Et nous, au LDVS, dans mon laboratoire, on s'est intéressé à cette question-là, en particulier au niveau de la perception visuelle des visages. Puis, on s'est intéressé à cette question-là sous 3 angles. Donc, un premier angle qu'on étudie, c'est comment la culture peut peut-être venir influencer ou en tout cas être associée à des variations dans les processus visuels de plus bas niveau ou l'extraction de l'information de plus bas niveau durant la perception des visages. Donc, par exemple, est-ce que ça peut venir influencer les fréquences spatiales qu'on va utiliser, les orientations spatiales? Est-ce que ça peut venir influencer les mouvements faciaux qu'on va faire pour aller extraire l'information visuelle dans un visage? Puis, pour faire une histoire courte, nos résultats vont dans le sens que oui. On s'intéresse aussi à la diversité plus d'un point de vue des stimuli qui sont utilisés. Donc, entre autres, on s'intéresse à l'effet de l'autre race, donc comment le profil racial d'un visage peut venir peut-être influencer les processus perceptifs qui vont être mis en place pour la reconnaissance des visages, la reconnaissance des expressions faciales. Puis, on s'intéresse aussi à comment l'environnement culturel dans lequel une personne a grandi peut peut-être venir influencer la perception des expressions faciales d'émotions. Et aujourd'hui, je vais, comme je vous disais tantôt, focuser plus sur cette question-là. Et si j'ai du temps, je vais peut-être aussi aborder la question de la diversité des stimuli. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser cette question-là? Pourquoi est-ce que c'est pertinent aussi de se poser cette question-là? Donc, de s'intéresser à la perception visuelle de l'expression faciale affective. Un des arguments que j'aimerais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est l'idée que peut-être que
des erreurs au niveau de notre perception visuelle des expressions faciales ou une inefficacité au niveau de ces processus perceptifs-là, pourrait être associé à des conséquences négatives pour notre société. Donc là, on peut facilement penser à des exemples de conséquences très négatives. Okay? Donc, par exemple, dans les médias, vous avez probablement entendu parler au cours des dernières années de personnes qui ont manifesté, par exemple, de la douleur ou de la détresse et qui, leur douleur, leur détresse a mal été interprétée et finalement, ça l'a mené à leur mort. Donc, on peut penser ici, par exemple, à Jace Echaquan, dont on a entendu parler encore dernièrement dans les médias, George Floyd, la docteure Susan Moore. Et ça, évidemment, c'est des exemples qui marquent. Mais on n'est pas obligé de se rendre là. On peut aussi aller voir au niveau des inégalités raciales qui sont documentées dans la littérature scientifique. Déjà, quand on regarde dans le système de santé américain, qui lui documente la démographie là, des patients qui vont à l'hôpital, ce qui ne se fait pas nécessairement de manière aussi systématique au Canada, ben, il y a des inégalités qui sont retrouvées et à toutes sortes de niveaux. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la douleur, justement, mais la douleur va être moins bien détectée, sous-évaluée au moment du triage dans les urgences, au moment de l'évaluation des patients et aussi au moment du traitement des patients. Oui. Ben oui, bien sûr. Je suis sûr de bien comprendre, par exemple, le vérité au choix, que c'est pour faire le lien entre ce qui s'est passé, c'est éventuellement en lien avec une mauvaise interprétation. Ben, c'est ma prochaine phrase, en fait. C'était ma prochaine phrase. Et je vais la dire. Puis après, si ça répond pas, vous me dites. Donc, dans le fond, moi, ce que je vais dire ici, c'est que, évidemment, le racisme joue un énorme rôle dans ces situations-là. Donc, le racisme a été démontré comme ayant un impact sur nos comportements dans les relations intergroupes. Puis, je ne sous-estime absolument pas l'impact que le racisme peut avoir eu dans ce genre de situation-là. Mais l'argument que je veux mettre de l'avant, c'est que peut-être que au niveau des inégalités-là, peut-être même au niveau de ces situations-là, qui sont passées, je ne peux pas tester, mais au niveau des inégalités raciales, peut-être que la perception visuelle pourrait venir être un facteur qui s'ajoute au racisme, donc un facteur aggravant. Est-ce que des erreurs pourraient faire en sorte que la douleur va peut-être être détectée moins rapidement, va peut-être être détectée moins efficacement, puis ça va avoir une influence ensuite sur le traitement qui va être donné aux patients ou aux personnes qui ont besoin. Je sais pas si ça fait le lien. Puis là, je vais expliquer mes prochaines diapos, c'est pour expliquer comment je pense que ça se passe. Donc, avant de continuer, je vais donner la définition de la culture, en fait, qui est utilisée en psychologie culturelle. Donc, c'est la définition que je vais utiliser aussi durant cette présentation. Donc, évidemment, la culture, c'est un concept qui est extrêmement complexe, puis il existe des tonnes et des tonnes de définitions de la culture. En anthropologie, entre autres, il y a des débats sur comment on devrait définir la culture. En psychologie culturelle, on s'est relativement bien entendu sur une définition qui est celle-ci. Donc, la culture serait toute information qui serait acquise ou transmise par les membres d'une même espèce par apprentissage social. Donc, on peut parler, entre autres, de valeurs, de pratiques éducatives, de langage, de religion. Donc, toutes sortes de facteurs comme ça qui seraient de l'information qu'on se transmet entre membres d'une même espèce pourraient être considérés comme de la culture ou comme des propriétés d'une culture. Puis, le terme va être parfois utilisé pour indiquer un groupe d'individus qui partagent un environnement socioculturel similaire. Donc, on va parfois, il y a plusieurs études là, qui vont aller s'intéresser à tenter de révéler
des regroupements de nations qui semblent partager des propriétés culturelles et on va appeler ces grands regroupements-là des cultures différentes. Donc, par exemple, ici, je vous montre une de ces classifications-là qui a été proposée par Schwartz. Et c'est une classification qu'on utilise souvent dans mon laboratoire. Ensuite, si on parle de profil racial, en fait, l'APA a suggéré une définition pour ce concept-là aussi. Donc, et c'est cette définition-là que j'utilise dans la présentation. Donc, on va utiliser ce terme-là pour référer à des différences physiques auxquelles les groupes ou les cultures attribuent une signification sociale. Et donc, si on revient à la douleur maintenant, donc la douleur, plusieurs proposent qu'elle a une fonction communicative. L'expression faciale de douleur a une fonction communicative. Puis, un des modèles influents dans le domaine sur la communication de la douleur, c'est le modèle que je vous présente ici, qui a été proposé par Kenneth Craig. Et ce modèle-là va impliquer, comme on parle de communication, va évidemment impliquer deux personnes, donc la personne en douleur, puis la personne qui observe la personne en douleur et qui peut-être va aider la personne en douleur. Du côté de la personne en douleur, on va parler des composantes, en fait, de la communication qui vont commencer au niveau de l'expérience subjective. Donc, une fois qu'il y a un trauma physique, il y a une expérience de douleur qui va inclure, entre autres, le ressenti physique, mais aussi le ressenti affectif de la douleur. Et ensuite, il va y avoir une expression de la douleur qui va souvent être appelée encodage dans le domaine. Ces signaux-là, donc l'expression de la douleur, par exemple, va inclure l'expression faciale de douleur, mais peut inclure toutes sortes de choses aussi, comme des mouvements corporels, des mouvements de protection, des sons, et aussi des expressions verbales. Ensuite, ces signaux-là vont être décodés, puis il va y avoir traitement de la douleur. Et comme nous, on s'intéresse ici à la perception visuelle, on peut ajouter à ce modèle-là une composante intermédiaire, on pourrait dire, entre l'encodage et le décodage, qui serait nos représentations mentales, donc nos attentes par rapport au type de signaux qui devraient être envoyés par une personne en douleur. Donc, on va y revenir à ça tantôt. Et comme je vous disais, nous, moi, je me suis intéressée d'abord à la portion décodage. J'ai un background en perception visuelle, donc c'est avec ce côté-là de la communication de la douleur que j'ai commencé. Et la première question à laquelle j'ai contribué à répondre, c'était c'est quoi les stratégies visuelles qu'on va mettre en place pour reconnaître ou évaluer l'expression faciale de douleur? Donc, déjà, à la base, on peut se demander, est-ce que réellement une expression faciale de douleur existe? Donc, est-ce que vraiment il y a une expression faciale qui serait retrouvée de manière relativement systématique chez les personnes qui vivent de la douleur? Et les premières études qui se sont posées cette question-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait mal à des gens, puis ils sont allés voir les réactions faciales que ces personnes-là avaient pendant qu'ils se faisaient infliger de la douleur. Donc, ça s'est fait autant en laboratoire, par exemple, avec des chocs électriques ou en plongeant la main des participants dans de l'eau glaciale, que dans des domaines plus cliniques, donc par exemple en prenant des personnes qui ont des douleurs chroniques à l'épaule, puis en leur faisant faire des mouvements douloureux pour eux. Puis, les résultats, là, à travers les nombreuses études qui se sont intéressées à l'expression faciale de douleur, vont dans le sens qu'il y aurait réellement des mouvements faciaux qui surviendraient assez systématiquement chez les personnes qui vivent de la douleur. Et ces mouvements faciaux-là vont inclure le froncement des sourcils, le plissement des yeux, puis le plissement du nez, le soulèvement de la lèvre supérieure, et parfois aussi la fermeture des paupières, l'étirement des lèvres, le relâchement de la mâchoire. Et ces mouvements-là ne vont pas nécessairement être retrouvés tous ensemble, donc ça peut être différentes combinaisons qui vont être retrouvées chez une personne. Mais ce qui ressortait assez systématiquement aussi à travers les études, c'est que le plissement des yeux serait le mouvement qui est le plus fréquemment retrouvé
à travers les individus et à travers les contextes de douleur. Donc, à partir de là, en fait, pendant que j'étais dans le laboratoire de Frédéric, pendant que je faisais mon doctorat, une autre étudiante de Frédéric, qui se faisait aussi superviser par Pierre Rainville, est allée vérifier c'est quoi l'information visuelle qu'on va utiliser en tant qu'humain pour tenter de reconnaître l'expression faciale de douleur. Donc, et moi, je faisais partie de cette équipe-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode des bulles, qui est une méthode qui nous permet d'aller voir quel type d'information visuelle va être utilisée pour réussir une tâche de catégorisation. Et cette méthode-là, dans le fond, la façon qu'elle fonctionne, c'est qu'on va aller aléatoirement échantillonner l'information visuelle dans puis, on va demander aux participants de tenter de faire une tâche avec ces échantillons-là aléatoires d'informations. Puis, à partir de la performance du participant, mais on peut inférer quels échantillons d'informations augmentaient les chances que le participant réponde correctement. Donc, par exemple, ici, là, vous voyez comment on fait un stimulus de bulle pour un essai. On a échantillonné aléatoirement à travers différentes fréquences faciales, donc différents niveaux de granularité visuelle, différentes régions faciales. Ça, c'est un des stimuli qu'on a présentés. Mais à chaque essai, c'était un stimulus différent. Puis, on allait voir la réponse des participants. Puis, à partir de là, on a pu inférer quel sous-ensemble d'informations permettait aux participants de faire correctement la tâche, qui était ici une tâche de catégorisation d'expression faciale. Donc, il y avait la douleur, mais il y avait aussi d'autres états affectifs comme la joie, la colère, le dégoût. Puis, les participants devaient dire laquelle des expressions étaient présentées. Puis ici, je vous montre, dans le fond, l'information visuelle qui est utilisée par les participants pour bien reconnaître la douleur. Donc, on voit que l'information visuelle qu'ils utilisaient, c'était la bouche et c'était la région entre les sourcils, donc le front du sourcil, finalement. Donc, déjà, on peut se dire, ah, ça pourrait être surprenant. Les yeux sont apparemment le trait qui est le plus souvent retrouvé dans une expression faciale de douleur, mais les participants ne semblent pas avoir utilisé cette région-là. Est-ce que c'est parce que cette information-là ne se retrouvait pas dans les stimuli qu'on a utilisés? Est-ce que ce n'est pas une bonne information à utiliser dans cette tâche-là spécifiquement? Donc, d'aller voir aussi avec une analyse computationnelle, un observateur idéal, quelle information était réellement utile. Donc, où est-ce qu'il y avait réellement du signal dans ces stimuli-là? Puis, on s'est rendu compte, en fait, que la région des yeux est une région qui aurait dû être utilisée. Mais nos participants, eux, ne l'ont pas fait. Ils préféraient aller chercher la région des sourcils qui, selon notre observateur idéal, n'était pas une région optimale à aller utiliser. Donc, déjà, on s'est posé la question à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce genre de résultats-là? Puis, une des hypothèses qui avait été mise de l'avant dans l'article, c'est que il y avait des données déjà à l'époque qui montraient que l'expérience de douleur, elle inclut différentes dimensions. Il y a des dimensions qui sont plus physiques et d'autres plus affectives. Puis, selon si on est en train de vivre une douleur qui est plus intense au niveau physique versus plus intense au niveau affectif, donc plus désagréable, on pourrait dire, ce n'est pas les mêmes mouvements faciaux qui vont être activés. La région des sourcils est vraiment plus associée à la douleur affective. Donc, une possibilité, c'est que cette dimension-là avait plus d'importance peut-être pour les participants et ils ont, d'une certaine manière, mieux encodé cette information-là, peut-être dans leur représentation mentale. Donc, en fait, par la suite, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on a tenté d'aller réinterpréter ces résultats-là à partir du framework RAP qui a été proposé par Frédéric et Philippe Schitz, qui est un framework qui propose que, dans le fond, durant une tâche de catégorisation perceptive, en fait, il va y avoir 3 composantes qui vont être impliquées. Il peut y avoir la composante de l'information qui est disponible, donc où est-ce qu'il y a réellement du signal dans les stimuli qu'on veut utiliser. C'est ce que notre observateur idéal était venu nous montrer. Il va y avoir aussi la composante
plus de comment on a représenté, comment on a encodé ce signal en mémoire. Donc, c'est quoi aussi nos attentes par rapport à de quoi ça devrait avoir l'air, une expression faciale de douleur. Et ces exemples-là, ben, ils vont être, entre autres, façonnés par le type d'expression faciale de douleur qu'on va avoir vu durant la vie. Mais ils peuvent aussi être façonnés par d'autres choses qu'on n'aura pas nécessairement vues dans notre vie. Ils pourraient aussi être façonnés par ce à quoi on va avoir porté davantage attention. Et donc, par exemple, il y a des données, pas dans le domaine de l'expression faciale, mais dans le domaine plus du racisme, qui montrent qu'une personne raciste ben, va avoir des représentations mentales plus négatives de l'apparence de visage de personnes d'un autre groupe racial que elle. Donc, ça vient montrer que dans nos représentations, il peut y avoir de l'information qui vient plus de processus plus haut niveau. Puis, le chevauchement, dans le fond, en ces représentations-là, et l'information qui est disponible va venir façonner le type d'information qu'on va tenter d'aller extraire. Donc, l'information qui va vraiment diagnostiquer pour faire la tâche. Et ça, c'est ce qu'on a révélé avec la méthode Deep. Donc, à partir de là, on pourrait penser que peut-être une des raisons pourquoi les participants utilisaient davantage la région du sourcil, c'est qu'ils ont accordé plus d'importance à cette région-là et peut-être ont encodé des représentations d'expression faciale de la douleur où est-ce qu'il y aurait davantage de poids qui serait donné à ces traits faciaux-là, même si ce n'est pas ce signal-là qui est le plus fréquent dans leur environnement. Donc, avec une de mes étudiantes à la thèse d'honneur, Anna Furumoto-Désé, on a tenté de répondre à cette question-là en utilisant la reverse correlation, qui est une méthode qui permet d'aller visualiser le type de représentation qu'une personne se fait d'une catégorie de stimulus visuels. La façon qu'elle fonctionne, en tout cas la façon que nous, on a utilisé la méthode, c'est qu'on avait un visage de base qui était toujours le même à travers tous les essais, mais on pouvait aller modeler l'apparence de ce visage-là en utilisant du bruit visuel. Donc, par exemple, ici, vous voyez un visage de base sur lequel on a ajouté du bruit visuel qui va créer un visage bruité dont l'apparence va dépendre un peu des propriétés du bruit qu'on a utilisé qu'on a ajouté dessus. Puis, à chaque essai, on va avoir du bruit différent, puis on va demander aux participants, ici, en fait, est-ce que ce visage-là est en douleur ou pas? Donc, on le fait pour plusieurs essais. Puis à chaque essai, l'apparence du stimulus était légèrement différente. C'était toujours des stimuli très bruités. Puis l'idée, c'est que, à travers ces essais-là, les essais où est-ce que le bruit va avoir modifié un peu l'apparence du visage de sorte que ça correspondait bien à la façon que la personne s'imagine la douleur. Dans le fond, si on regroupe ces essais-là puis qu'on va voir c'était quoi les propriétés du bruit, on va être capable de révéler c'est quoi l'idée que la personne se fait d'un visage en douleur. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris les plages de bruit qu'on avait présentées. On est allé faire une somme pondérée de ces plages de bruit-là, ce qui nous donnait une image de classification où est-ce qu'il y avait des valeurs plus positives et plus négatives, dans le fond, aux endroits qui étaient réellement systématiquement associés au percept de douleur. Puis, on est venu ajouter ça à notre visage de base, ce qui nous donnait la représentation mentale de l'expression faciale de douleur d'un participant. Et là, on a demandé aux participants, à d'autres participants, en fait, on a présenté ces images-là, donc les représentations de l'expression faciale de douleur de participants. On a présenté ça à un autre groupe de participants. On leur a demandé de nous dire à quel point chacun des principaux features de la douleur était différent entre ces deux images-là. Donc, l'image de base, puis l'image qui est la représentation mentale des participants. Puis on leur a demandé de mettre en ordre, dans le fond. Donc, est-ce que c'est la bouche que tu trouves qui a le plus changé, la région des sourcils ou la région des yeux? Puis met en ordre, dans le fond, à quel point chacun de ces traits-là a changé.
on est allé voir si certains ordres sortaient plus fréquemment que d'autres. On a trouvé en fait que l'ordre qui sortait le plus fréquemment, c'était l'ordre bouche, région des sourcils, région des yeux. Qui venait supporter l'idée que peut-être que dans les représentations mentales, effectivement, les participants vont encoder plus clairement les changements qui se passent au niveau de la région de la bouche et des sourcils que ce qui se passe au niveau de la région des yeux, même si c'est le trait le plus fréquemment trouvé. Je peux me poser une Ben question. oui. C'est déjà une représentation des participants. Donc là, c'est comme si, en faisant ce que vous aviez fait, vous reptiez une couche d'interprétation. C'est de la métacognition, ou de la métavision. Mais en fait, il y a une façon objective de voir qu'est-ce qui a pu changer aussi. On le fait aussi. Ouais. Donc, on est allé vraiment mesurer au niveau des représentations mentales que les changements les plus importants se passaient. Sauf que qu'on se rend compte avec les expressions faciales d'émotion, c'est que oui, il va y avoir, tu sais, quand tu fais une analyse comme la StatForce-CI, par exemple, oui, il y a des régions qui vont ressortir très fortes, mais il y a aussi, tu sais, souvent, c'est les contrastes qui font le tour de cette région qui vont ressortir. Mais je pensais plutôt, c'est vous avez des régions d'intérêt. Ouais. Donc, il y a moyen d'aller chercher ces régions d'intérêt-là, puis calculer la distance, peut-être une distance normalisée entre l'original puis celui avec le masque, l'image de classification superposée. Oui, ben, je pense que ça revient un peu à ça, là, ce qu'on a fait. Donc, on est allé voir à quel point il y avait des gros changements par rapport à du bruit dans l'image de classification. Puis, Vous avez fait. mais, ouais. Mais pas ce que je te présente là, c'est des analyses qu'on a fait à côté, okay. je ne vous présente pas. Ouais, je ne vous les présente pas, mais on a fait ce genre d'analyse-là plus objective. Là. Ça donne C'est la juste, même chose? ça va dans le même sens, mais c'est moins clair. C'est moins clair parce que justement, où est-ce que les changements se passent, c'est pas nécessairement sur la région d'intérêt. C'est comme par exemple, faire ressortir un froncement de sourcil, mais en fait, il faut qu'il y ait des changements de contraste qui se passent ici. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que ça devenait quand même difficile à interpréter les régions significatives qui ressortaient le plus au niveau objectif. Puis dans l'article, on présente les deux, là, mais c'est pour ça qu'on est allé aussi les faire évaluer par des parties. Donc, ben, en gros, ce que ça montre, ça ici, c'est que ben, le froncement de sourcil et le plissement du nez, soulèvement de la lèvre supérieure ont plus de poids dans la représentation mentale qu'on se fait de l'expression faciale de douleur. Et ce, malgré que les données dans la littérature vont plutôt dans le sens que c'est le plissement des yeux qui serait le trait qui est le plus fréquemment retrouvé. Ce qui vient aussi supporter l'idée que peut-être nos représentations peuvent être influencées par d'autres facteurs que uniquement ce à quoi on est exposé dans notre environnement. Ça pourrait être, entre autres, influencé par à quel point on a donné de l'importance à certaines expressions plus qu'à d'autres. Si les sourcils sont associés à la dimension affective, ça se peut que les gens qui ont été autour de nous, ils vivaient un haut niveau de désagrément pendant qu'il y avait mal, on s'en est mieux souvenu que ceux qui ne vivaient pas ce haut niveau de désagrément-là. On l'a encodé de manière plus claire. Mais ça va aussi dans le sens que peut-être que d'autres facteurs comme la culture, par exemple, pourraient venir influencer ces représentations-là. Puis, si on fait le lien avec ce que je disais tantôt, bien, si nos représentations sont influencées par la culture, mais ça veut aussi dire que peut-être nos stratégies visuelles vont être influencées par la culture. Puis tout ça pourrait faire en sorte que ben, on va être moins efficace pour reconnaître des expressions faciales qui ne correspondraient pas à celles auxquelles on s'attend. Oui. Pour les bases de données, les bases de stimuli plutôt pour les émotions, souvent, là, je pense qu'il y a des acteurs, des actrices, pendant qu'on a fait l'ortho, mener certaines émotions. Et je me demande, peut-être à travers les différentes émotions qu'il incorpore par douleur, peut-être que c'est encore plus sensible à l'expression réelle. C'est-à-dire que si on met des personnes qui sont vraiment en douleur, je me demande si
À quel point, parce qu'on peut avoir des bases de données où c'est 3-4 actrices ou acteurs qui ont été sollicités pour créer toute la base de données. À quel point c'est représenter toute la diversité de l'expression de la douleur. Peut-être que ces 3 personnes-là ont fait un type de formation d'école de théâtre et l'expression type de douleur pour eux, c'est plissement des yeux, alors qu'on peut avoir de la douleur avec des yeux écarquillés, très grands ouverts. Je pose juste la question. Oui, mais c'est vraiment une question, puis ça a quand même été beaucoup, dans le domaine de la douleur, les expressions authentiques de douleur ont été beaucoup plus étudiées que pour les autres états affectifs, parce que c'est plus facile d'être certain de l'état qu'on est en train de créer chez la personne. Si on lui fait mal, souvent que c'est de la douleur qu'on vient de créer, puis on lui donne un choc électrique. Donc, l'expression qu'on voit, c'est vraiment une expression associée à un état de douleur. Puis, ça a été fait, il y a eu beaucoup quand même de bases d'expression réelle de personnes qui sont en train de se faire mal. Puis effectivement, il y a quand même de la variabilité dans le type d'expression de douleur qui va être retrouvée. Les études vont dans le sens que cette variabilité-là, elle peut se regrouper à peu près autour de 4 grandes catégories d'expression de douleur. Puis, dans les études en laboratoire, 3 de ces grandes catégories-là incluent le plissement des yeux. Dans les études en clinique, 4 catégories sur 4 incluent le plissement des yeux. Donc, ça va quand même dans le sens, même chez les personnes à qui on fait mal pour vrai, là, ces données-là de plissement d'yeux, ils ne sont pas basés sur juste 3-4 acteurs. Là. Ils sont vraiment basés sur des gens qui se sont fait faire mal pour vrai dans plein de contextes différents, surtout avec des chocs électriques, avec de l'eau, avec des thermodes, où est-ce que dans des contextes cliniques, c'est assez systématique que le plissement des yeux va être là. Oui. Pour finir un peu sur une question, est-ce qu'il y a des différences entre de la douleur physique et de la douleur psychologique en termes de l'expression faciale? J'essaie d'imaginer une expression de douleur psychologique. J'imagine aussi les sourcils froncés, enfin les yeux plissés de la même manière. Mais je pense que, à ma connaissance, il y a beaucoup moins de recherches qui s'est intéressée à l'expression faciale de douleur psychologique. C'est un des questionnements, c'est est-ce que ça va être, par exemple, par une expression qui va être retrouvée. Puis, à ma connaissance, ça ne même pas, je ne sais pas. Okay. Je ne connais pas d'études qui ont vraiment comparé les deux types d'expressions. Faciale, plus la douleur psychologique versus la douleur physique. Mais ce que je sais, c'est que même quand tu as une douleur physique, ben, il y a plusieurs dimensions à cette douleur-là. Puis il y a une dimension qui est plus émotionnelle, on pourrait dire. Puis ces deux, puis une autre qui serait plus physique. Puis ces deux-là ne vont pas être associés à la même expression exactement. Et donc, sont chacune associée comme à une dimension finalement de l'expression. Exactement. Moins grande avec en avant de l'autre. Donc, ça, entre autres, c'est des travaux qui ont été faits là, par Pierre Rainville de l'Université de Montréal, puis par Myriam Kunz. Puis, par exemple, avec l'hypnose, ils ont pu induire une douleur où est-ce qu'ils augmentaient plus l'intensité au niveau physique. Ils disaient à la personne de s'imaginer que la douleur, son intensité plus physique augmentait versus l'aspect désagréable, donc plus émotionnel de la douleur augmentait. Puis l'expression faciale ne changeait pas de la même façon. Donc, quand c'était une douleur plus physique, justement, on retrouvait plus le plissement des yeux. Quand on augmentait l'aspect plus émotionnel, là, on retrouvait le froncement de sourcil puis la région de relâche. Donc, je vais vous parler maintenant de culture et de la possibilité que les normes expressives auxquelles on est exposé à l'intérieur d'une culture puissent peut-être venir influencer nos représentations mentales. Donc, on sait qu'à travers les cultures, on n'aura pas les mêmes normes sur la façon d'exprimer les émotions. Ça a été testé beaucoup ça avec des mesures plus auto-rapportées. Donc, on demande à des participants, on leur présente différents contextes, puis on leur demande, selon eux, de quelle façon ils exprimeraient leur état affectif dans ces différentes situations-là. Donc, on se fie, dans le fond, sur leurs paroles pour comprendre c'est quoi les normes expressives et pas tant des mesures directes. Mais ce que ces études-là montrent, c'est qu'il y a des variations au niveau des normes expressives.
Puis, entre autres, ben, il y a certaines cultures qui vont encourager davantage le stoïcisme, donc plus de masquer certaines émotions, puis d'autres cultures qui vont davantage encourager d'être authentique dans l'expression des émotions qu'on vit. Donc, ça, ces normes expressives-là pourraient venir changer l'information qui est disponible. Ça pourrait venir changer le signal au niveau de l'expression. Ça pourrait aussi venir changer nos représentations parce que ça va changer ce à quoi on a été exposé. Puis on pourrait penser même que c'est la culture auquel on a été exposé, notre bagage culturel, peut même venir changer notre façon de conceptualiser la douleur, peut-être même de ressentir la douleur, que tout ça pourrait venir avoir des impacts sur comment on va se représenter l'expression faciale de douleur. Et donc, si on pense que ça peut venir changer nos représentations, ben, comme je disais tantôt, on pense aussi que ça peut venir changer l'information qu'on va aller utiliser. Puis plus le désalignement entre ce qui est disponible, donc ce qu'on pourrait aller chercher comme information, versus ce à quoi on s'attend est grand, plus on pourrait penser qu'il va y avoir des erreurs qui vont survenir parce que l'information qu'on va tenter d'utiliser ne sera pas la bonne. Donc, la première chose qu'on a tenté de faire avec mon ancienne étudiante qui a fait son DPSY avec moi, Camille Saumur, c'est qu'on est allé mesurer la représentation mentale chez les participants occidentaux et chez les participants qui provenaient de l'Asie de l'Est. Donc, on a fait 2 expériences encore avec la méthode de reverse correlation. Dans les 2 expériences, c'était exactement la même méthode, c'est juste qu'on a changé le stimulus de base pour s'assurer que nos résultats étaient quand même robustes à différents stimuli de base. Puis, l'idée, c'est qu'on présentait toujours 2 visages, puis on demandait aux participants lequel de visage, selon toi, exprime la plus grande intensité de douleur. Et ben, on a, de cette façon-là, obtenu une représentation mentale pour nos participants occidentaux, nos participants d'Asie de l'Est, dans nos 2 expériences. Et un peu comme je vous ai présenté tantôt, là, je ne vous le montre pas, Frédéric, mais on a fait des analyses objectives. Ah oui, non, je vous le montre, c'est vrai. On a fait des analyses objectives sur ces images de classification-là, mais on a aussi demandé à des participants de les juger. Et ben, les participants jugeaient que la représentation mentale qui avait été extraite de participants qui provenaient d'Asie de l'Est était plus intense que la représentation mentale qui avait été extraite chez des participants occidentaux. Puis on avait ça, dans le fond, dans les 2 expériences qu'on a fait. Puis quand on allait voir plus au niveau objectif, où est-ce que la différence entre les 2 groupes semblait davantage se situer, ça semblait être davantage au niveau de la bouche, où est-ce que la bouche aurait été représentée de manière plus intense chez les Asiatiques de l'Est que chez les Occidentaux. Donc, 2e étape, on est allé voir au niveau de l'information diagnostique. Donc, le fameux P là, dans le modèle que je vous ai présenté tantôt. Donc, l'information qui pouvait être utilisée par les participants. On a utilisé ici, encore une fois, la méthode des bulles, qui nous permet de voir l'information pouvait mener à une bonne réponse chez nos participants. Puis, on avait aussi 3 conditions là, de difficulté. Donc, des fois, c'est des différences plus subtiles en termes de différence d'intensité entre les 2 expressions qu'on présentait aux participants, puis des fois, c'était des différences plus évidentes. Là. Donc, soit 33% de différence, 66% ou 100% de différence. Là, ici, vous voyez les résultats qu'on a trouvés. Donc, dans la colonne du haut, c'était les résultats trouvés pour nos occidentaux. Donc, ce qui est représenté en couleur, dans le fond, c'était l'information qui était significativement associée à la performance des participants. La colonne du milieu, c'est nos participants d'Asie de l'Est. Puis la colonne, la rangée du bas, c'était nos participants. En fait, c'était la différence entre nos 2 groupes de participants. Donc, ce qu'on peut voir, là, si on porte attention justement à la rangée du bas, c'est que ben, nos participants occidentaux utilisaient davantage la région de la bouche, davantage l'œil gauche et aussi davantage la région de froncement de sourcils comparativement aux participants asiatiques. Si on regardait aussi en termes de difficulté de la tâche, donc le nombre de bulles dont les participants avaient besoin pour réussir à faire la tâche, mais cette tâche-là était beaucoup plus difficile pour nos participants d'Asie de l'Est que pour nos participants occidentaux.
Ils ont eu besoin de plus d'informations visuelles pour réussir la tâche avec une même performance que les participants occidentaux. Donc, déjà, le fait qu'on voit que la bouche était plus utilisée par nos participants occidentaux, que la tâche était peut-être plus difficile pour les participants asiatiques, que pour les participants asiatiques, la représentation mentale, donc l'attente, était plus intense. Peut-être que ce que ça nous indique ici, c'est que, ben, dans le fond, dans les stimuli qu'on a présentés, nous, dans notre tâche, les changements n'étaient pas suffisamment intenses au niveau de la bouche pour que ça puisse être bien traité ou détecté par nos participants asiatiques. Et là, quand même, je ne sais pas si vous, ça vous a surpris le résultat de représentation mentale plus intense pour les participants asiatiques comparativement aux participants occidentaux. Nous, ça nous avait surpris parce que ben, les normes expressives auto-rapportées par les participants nazilesques pour l'expression de douleur, c'est le stoïcisme. Donc, ce qui est auto-rapporté par les personnes nazilesques, c'est qu'ils ben, vont tenter de ne pas exprimer la douleur, en fait, tant et aussi longtemps qu'ils vont être capables de le faire. Donc, ils vont tenter d'être stoïques. Et on s'est dit que peut-être une façon, justement, d'interpréter les résultats qu'on a trouvés, une façon, justement, d'interpréter peut-être les résultats qu'on a trouvés, c'est que ces normes-là pourraient faire en sorte, en fait, que selon la culture dans laquelle on a évolué, on n'est pas exposé, en fait, au même type d'expression faciale, mais aussi à la même gradation en termes d'intensité d'expression faciale. Donc, si on est dans une culture où la norme expressive, elle est davantage le stoïcisme, ça veut dire que probablement que la plupart des gens, quand ils ont mal, vont tenter de ne pas exprimer cette douleur-là. Puis quand la douleur va être exprimée, finalement, c'est parce qu'on ne pouvait plus se retenir. Donc, la douleur était vraiment intense et donc l'expression était plus intense. Ça, c'est un exemple d'expression vraiment intense de douleur. Donc, moi, la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, j'avais l'impression que la personne exagérait parce que c'est quand même juste une crevette qui l'attaque. Mais je suis informée, puis c'est des crevettes, en fait, c'est une crevette menthe qui l'attaque. Puis ce type de crevette-là a une espèce de pince qui se déploie à 100 km/h et qui peut percer un aquarium. Donc, elle n'exagère pas, personne qui l'exprimait ici. Ben, elle essaie de contenir, puis même de masquer, on dirait qu'un sourire. Oui, je suis d'accord. C'est comme s'il ne fallait pas qu'elle ait de l'air en douleur. Je suis d'accord. Donc, c'est ça l'idée l'hypothèse, en fait, qu'on a fait pour expliquer ces résultats, qu'on a proposé, c'est cette idée que peut-être qu'en Asie, comme on tente de réprimer, ça va être la neutralité ou des expressions extrêmement intenses auxquelles on va être exposé, alors qu'en Occident, comme on a moins cette norme de répression, peut-être qu'on va être exposé à des intensités d'expression faciale qui vont être un peu moins intenses, comme par exemple une personne qui vivrait une douleur à 5 ou 6 sur 10 va peut-être l'exprimer. Puis, on va pouvoir encoder aussi ces informations-là dans nos représentations mentales et donc être peut-être plus apte à voir des plus petites différences en termes d'intensité d'expression faciale de douleur. Mais ça, c'est évidemment juste la spéculation, c'est juste une hypothèse qu'on a proposée basée sur nos résultats et basée sur ce qui était rapporté dans la littérature là, au niveau du stoïcisme. Donc, l'étape d'après, c'est de tenter d'aller voir est-ce que cette hypothèse-là a fait réellement du sens, est-ce qu'elle tient la route. Et ben ça, c'est une quête que Marie-Pierre, qui est ici d'ailleurs, a entreprise durant sa thèse. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une revue systématique où elle s'est intéressée aux études qui ont vraiment comparé des groupes culturels au niveau de l'expérience de la douleur, l'expérience plus affective de la douleur et d'encodage. Donc, elle a essayé de trouver tous les articles qui vraiment avaient comparé deux groupes culturels au niveau d'une de ces composantes-là.
pour aller voir, ben, est-ce que à partir de ces articles-là, puis à partir de ce qui est rapporté dans ces articles-là, notre objectif au départ, c'est de voir est-ce qu'on serait capable de prédire le type de différence qui peut être retrouvé au niveau du décodage. Malheureusement, c'est un objectif qu'on n'a pas pu atteindre parce que le constat qu'on a fait avec cette revue systématique-là, c'est qu'en fait, il manque énormément de diversité culturelle dans le domaine de la douleur aussi, au niveau des composantes de l'expérience et de l'expression. Donc, même si on avait spécifiquement mis les mots culture et ethnie, la plupart des études qui sont ressorties dans notre recherche, c'était des études où on comparait des groupes, des profils raciaux différents. Puis au final, ben, parmi les articles qu'on a sélectionnés, ben, il y en avait seulement 40% qui comparaient explicitement des groupes culturels là, avec la définition de la culture qu'on s'est donnée au départ. Puis il y avait 80% de ces articles-là aussi qui incluaient des participants occidentaux. Donc, c'était toujours, on compare un pays occidental à un autre pays. Il y avait une très grande sous-représentation là, de plusieurs régions du monde. Et l'autre constat qu'on a fait, ben, c'est qu'en fait, au niveau de l'encodage, il y a très peu d'études. La plupart des études utilisent des mesures auto-rapportées et les quelques études qui utilisent des mesures plus directes, donc on fait mal à une personne puis on regarde l'expression qu'elle fait, chez des groupes qui ont aussi été testés avec mesures auto-rapportées, mais les résultats, des fois, vont, ben, en fait, très souvent, vont être inconsistants. Donc, par exemple, la culture d'Asie de l'Est, et au niveau auto-rapporté, va dire on réprime. Fait que quand on va voir au niveau des mesures directes, on peut retrouver des résultats où est-ce qu'en fait, ils expriment plus intensément que les groupes occidentaux. Et il y avait un très grand manque d'outils aussi, ce qui est une autre chose qu'on a tenté d'améliorer. Donc, on est en train d'essayer de développer toutes sortes d'outils pour aller davantage être en mesure de mesurer l'encodage, l'expression faciale, mais plus d'une façon avec des cultures davantage diversifiées. Puis, ben, une étape préliminaire à être en mesure de faire ça, c'est d'aller voir, ben, c'est quoi est-ce qu'en fait, il y a déjà la variabilité culturelle au niveau des contextes de douleur? Parce que peut-être que c'est pas partout dans le monde que c'est les mêmes contextes qui sont associés à vivre de la douleur. Une des premières étapes qu'on a faites, c'est d'aller collecter des scénarios pour différents états affectifs. Donc, on a aussi la colère et la joie dans plusieurs pays. Puis, cette banque-là est disponible maintenant. Puis, Marca s'amuse à faire tout plein de belles analyses là-dessus. Donc là, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je peux aborder rapidement ça ou je peux arrêter maintenant. Je pense que ouais. Donc, l'autre petit point que je voulais faire, donc là, je vous ai parlé de l'impact, comment la culture peut venir influencer nos représentations et aussi l'information visuelle qu'on va vouloir utiliser pour reconnaître une expression faciale de douleur et comment peut-être ce désalignement-là pourrait mener à des erreurs. Il y a d'autres études qui vont dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir des différences culturelles pour retrouver des erreurs au niveau de la perception visuelle. Quand on traite l'expression faciale de douleur d'une personne qui a un groupe racial différent du nôtre. Donc, entre autres, là, il y a une série d'études qui a été faite par Mendes Sidlecki où est-ce que lui, il a montré que le seuil à partir duquel une expression faciale de douleur va être détectée va être plus élevé pour les visages de personnes noires que les visages de personnes blanches. Donc, autrement dit, il va y avoir une expression plus intense pour que cette expression-là soit détectée sur un visage de personne noire que sur un visage de personne blanche. Puis nous, ben, une des questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi? Donc, on a tenté d'aller davantage comprendre le mécanisme derrière ça. Puis, on a tenté d'aller le comprendre, entre autres, parce que le point qui était mis de l'avant par Mendes Sidlecki, c'était que c'était vraiment un problème perceptif. Mais la méthode qui était utilisée était une méthode où il pouvait y avoir un biais de réponse qui mène à ce type de différence-là. On est allé faire une série d'études où est-ce que le but, c'était de voir, ben, est-ce que c'est vraiment un problème
c'est au niveau de la sensibilité au signal, donc la capacité à vraiment discriminer l'expression de neutralité de l'expression de douleur, qui est moins bonne avec les visages de personnes noires qu'avec les visages de personnes blanches, ou c'est vraiment plus au niveau d'une différence dans le critère de réponse qu'on va, dans notre critère pour décider, OK, ça, c'est un visage en douleur. Donc, est-ce que, on va être aussi, autrement dit, est-ce que ça va être plus vraiment, on a de la difficulté à faire la distinction entre les deux, ou on veut plus de signal de douleur si c'est le visage d'une personne noire que si c'est le visage d'une personne blanche, avant de dire, ah oui, ce visage est en douleur. Donc, on a fait, pour répondre à cette question-là, une série de 5 expériences. Dans la première expérience, en fond, on a juste voulu aller répliquer les résultats qui avaient été retrouvés dans la littérature avant. On a super bien répliqué ces résultats-là. Donc, vraiment, c'est un effet robuste, puis il y avait des Silecki qui rapportaient qu'on arrivait à répliquer très facilement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une méthode. Donc, la méthode que Silecki utilisait, c'était de présenter un visage à la fois. Il demandait aux participants de dire est-ce que le visage est en douleur ou pas. Donc, dans un deuxième temps, on a utilisé un 2AFC. L'idée étant qu'avec ce type de méthode-là, le biais de réponse va être diminué. Donc, on présente toujours 2 visages à la fois, puis on demande aux participants de dire lequel des 2 est en douleur. Donc, normalement, ça va venir diminuer la probabilité que ce soit un biais de réponse qui vienne expliquer le résultat. Et quand on a fait ça, donc là, je vous les résume parce que je pensais que je n'aurais pas le temps de vous les dire, fait que je n'ai pas de beau graphique à vous présenter. Je vais juste vous résumer les résultats. Quand on a fait ça, on a trouvé que il y avait encore une différence entre la performance pour détecter la douleur dans les visages de blancs et les visages de personnes noires. Donc, on était encore meilleur avec les visages de personnes blanches que de personnes noires, mais la taille des était beaucoup plus petite. Donc, ça va dans le sens que oui, il y a une différence au niveau de la sensibilité, mais peut-être que le critère de réponse jouait un rôle aussi parce que la taille d'effet a vraiment diminué en termes de l'effet qu'on retrouvait. Après ça, on a fait 3 études dans le fond où est-ce que là, encore une fois, on présentait un visage à la fois pour vraiment être en mesure d'aller mesurer séparément la sensibilité et le critère. Puis, dans ces 3 études-là, dans le fond, on a trouvé systématiquement un effet du critère à travers 3 études. L'effet au niveau de la sensibilité était on-off. Donc, des fois, on l'avait, des fois, on ne l'avait pas. Donc, ça semble être peut-être un facteur qui contribue, mais le critère de réponse est définitivement un facteur qui contribuait à cet effet-là. On a testé des participants blancs et des participants noirs. On avait autant d'effets chez les 2 groupes de participants. On est allé voir aussi, ça c'est donc critère de réponse, on est allé voir aussi si ces effets-là étaient liés aux préjugés raciaux, explicites, implicites. On n'a pas trouvé de lien. Donc, ça va dans le sens que cet effet-là, d'avoir une bonne performance pour reconnaître les visages, les expressions faciales de personnes noires que blanches, c'est un effet exceptif, mais davantage associé à le critère de réponse qu'on utilisait et qui semble être indépendant de nos préjugés raciaux qu'on peut avoir envers l'autre groupe. Est-ce que les résultats sont symétriques? Si on fait la même tâche, mais auprès de participants qui ont la peau noire, est-ce qu'ils ont besoin de plus d'intensité pour la... OK, j'ai Non, manqué c'est ça. dans le fond, on a testé là, dans deux des 5 expériences, on avait 2 groupes, un groupe de participants blancs puis un groupe de participants noirs. On a essayé d'avoir des participants noirs qui avaient été majoritairement exposés à des personnes noires. Donc, on a recruté en ligne. Mais malheureusement, dans le fond, les personnes qu'on a réussi à recruter venaient toutes de l'Afrique du Sud. Donc, c'est quand même des personnes qui ont été exposées à une variété de profils raciaux. Mais on avait vraiment l'effet chez les 2 groupes. Le même effet. Puis en fait, même l'effet est plus important chez nos groupes de participants noirs que chez nos groupes de participants blancs. C'est pas juste un other race effect. C'est pas un other race effect.
On va juste poursuivre cette question-là. Par contre, je trouve que c'est frappant dans les images que tu as présentées, les visages noirs, euh, pour moi, contiennent moins d'informations que le mouvement des sourcils. Par exemple, il y a moins de contraste. Ouais. Est-ce que tu as fait des analyses d'observateurs idéaux? Parce qu'il me semble que plutôt qu'un déprime ici, pour rendre les tâches vraiment comparables, il faudrait quelque chose comme une efficacité. Ouais. Ben, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on a testé avec différentes bases de visage. Donc là, c'est un ensemble de stimuli. On le fait aussi avec des expressions. Parce que là, je l'ai dit, mais il y avait un ensemble de stimuli. Est-ce qu'en fait, c'est les mêmes identités, mais quand même, ils vont faire juste des stimuli à la base utilisés par Mendes-Sidecki. On le fait avec une autre base de stimuli qui sont des vraies personnes, mais avec des expressions stimulées, par contre. Puis on a les mêmes résultats dans les deux cas, mais non, mais c'est un excellent point, ton point, puis ça, on ne l'a pas fait encore. Donc, en fait, tu collabores avec nous sur ce projet-là. Ah oui? Oui. Mais je t'ai pas consulté à toutes les étapes. Fait que ça, c'est. Je suis pas responsable des erreurs. Fait que, c'est une bonne idée d'aller faire ce genre d'analyse-là. Est-ce qu'il y avait un effet des émotions? Parce que ça traite toutes les émotions pareilles. On le fait juste avec la douleur ici. Ben, dans ce que je vous présente ici, on est en train de le faire aussi avec d'autres émotions, avec la colère et avec la joie. Mendes Sidlecki, lui, le fait aussi avec plusieurs émotions. Mendes Sidlecki avait des petites variations à travers les émotions, mais en général, on était moins bon pour détecter avec les visages de personnes noires que de personnes blanches, peu importe l'émotion. Donc, Je ouais. reviens à ta question de l'hôpital. Ouais. Est-ce que l'utilisation de vidéos, par exemple, peut apporter des informations qui vont quelque part mitiger un peu le gros qui fait des vidéos à est-ce que ça Ouais. peut. Ben, c'est vraiment une bonne idée. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de base de données filmée avec une grande variété au niveau du profil racial des participants. Mais peut-être le faire artificiellement, là, c'est des vidéos avec des expressions peut-être artificielles, où est-ce qu'il y a un mouvement pourrait aider. Ouais. Mais c'est un bon point. Les différences de contraste vont être dures à isoler, même si tu fais. Bon, peut-être que le profil va te permettre de voir mieux les sourcils, mais les différences de contraste, Ouais. c'est encore chose. Avec chaîne de éliminer. Pardon. Les styles de vidéos. Ouais. Et je pense que parfois, ça rajoute des informations qui Ouais. vont venir, peut-être, de la façon dont tu vas faire percevoir, ça va combler tout manque sur un trace, juste comme ça, et puis tu t'informes de ça. Et en plus, c'est encore plus réaliste parce que je pense que. Ouais. Mais c'est vraiment une super bonne idée. C'est clairement une étape qu'on pourrait faire. Et c'est sûr que ton point, on s'est posé la question aussi. Puis, tu sais, la réponse facile, c'est de se dire que ces différences de contraste-là représentent aussi la réalité. Mais clairement, justement, peut-être qu'avec une vidéo, on pourrait amoindrir ce problème-là puis voir à quel point c'est un problème. À quel point le déficit reste malgré l'intention additionnelle. Oui. Merci pour l'invitation. J'ai une question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais vous pouvez m'orienter par rapport à cela, à ma question. Moi, je me demandais, est-ce que ça a été déjà étudié, le lien justement avec ces changements de représentation, avec l'empathie relationnelle, qui est vraiment quelque chose de très important dans la relation aidant-aidé, que ce soit thérapeute ou autre, on peut approcher à sens large ou à sens rétréci. Je me demandais, est-ce que vous avez commencé, bien sûr, par l'exposition de 3 personnages ou personnes qui ont été atteints par, on peut dire, par ce genre de représentation, peut-être. On ne le sait pas, parce qu'il y a toujours un lien, puis il y a toujours des peut-être. Mais je me demandais, est-ce que vous avez justement des études où on va plus loin des représentations, on vérifie si ça atteint vraiment notre empathie relationnelle.
Est-ce que je dois répéter la question pour les qui sont non, en ligne? pas bon. Merci, c'est une excellente question. Puis dans le fond, il y a des études qui se sont, en fait, nous, on s'est intéressé au lien entre l'empathie et la représentation mentale de l'expression faciale de douleur. On ne trouve pas de lien entre la représentation mentale. C'est pas intergroupe, par contre, vraiment à l'intérieur, chez des participants occidentaux, pour des visages de participants blancs. Pas de lien entre l'empathie et la représentation mentale de l'expression faciale de douleur. Par contre, on trouve un lien entre l'empathie et la tendance à sous-estimer la douleur chez l'autre. Donc, plus une personne est empathique, moins elle va sous-estimer. Puis de l'autre côté, on trouve aussi un lien entre l'apparence que notre représentation mentale de la douleur a et notre tendance à sous-estimer. Donc, ça semble être peut-être deux facteurs indépendants là, qui viennent jouer sur notre tendance à sous-estimer la douleur chez l'autre. Puis on a une autre étude en cours où est-ce que on teste là, du personnel de soins, plus spécifiquement, et on a justement chez eux mesuré l'empathie, on a mesuré leur expérience professionnelle, leur exposition à la douleur. Puis on trouve un petit lien entre l'empathie et, ben, encore une fois, le critère de réponse. Là. Donc, moins grande tendance à avoir un biais de réponse différent entre les visages de personnes noires et de personnes blanches quand l'empathie est élevée. Mais c'est encore les résultats préliminaires. Là. Puis en fait, ben, c'était fini ma présentation. Donc, il me restait juste une diapo de conclusion résumée. Là, donc, juste pour revenir sur ce que j'ai dit, il y a des variations culturelles qui sont retrouvées dans les normes, enfin, les variations culturelles qui sont retrouvées dans les normes expressives sans pouvoir influencer nos représentations mentales, influencer le type d'information qu'on va aller extraire. Puis, ben, on peut se poser la question si ça pourrait contribuer à une sous-estimation de la douleur quand l'observateur puis la personne en douleur ne proviennent pas du même groupe culturel. Puis on peut se poser la question aussi sur les conséquences de ce désalignement-là. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir une sous-estimation, mais on peut aussi penser à l'envers de la médaille qui est la perception d'exagération. Donc tantôt, moi, je vous ai dit, là, quand j'ai vu la vidéo de la personne asiatique avec la crevette, ma réaction, c'était qu'elle exagérait vraiment. Donc son expression est trop intense par rapport à mes attentes de ça devrait être quoi, une expression de douleur par une personne qui se fait attaquer par une crevette. Mais on pourrait aussi penser que ce genre d'erreur-là pourrait survenir. Donc, si nos attentes sont que l'intensité devrait être un peu plus faible, puis qu'une personne exprime plus intensément que les attentes parce que ses normes culturelles font en sorte que c'est de cette façon-là qu'elle a appris à exprimer, on pourrait avoir une personne d'exagération qui, elle aussi, va venir jouer sur le traitement. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'explorer. Donc, ça fait le tour. Je ne sais pas si y a d'autres questions. Est-ce que vous avez envisagé des moyens d'entraînement pour le personnel? C'est une chose dont je voulais te parler justement parce que nos résultats vont dans le sens que s'il y a quelque chose à entraîner en priorité, ça serait le critère de réponse. Il faudrait faire des études avec les autochtones rapidement. Effectivement, ça pourrait être vraiment pertinent. Ouais. Merci. On va continuer avec un verre à la main. Ceux qui s'intéressent, il y a des chips.